bienvenue à la jeunesse, bienvenue à tous leurs accompagnants, bienvenue aux professeurs qui sont, je ne sais pas, je ne les vois plus. Ce concours s'adresse aux jeunes de seconde, première, terminale et première année d'université. Donc, le Lions Club Limoges Saint-Martial accompagne le lycée Saint-Jean depuis 3 ans maintenant. Enfin, c'est notre 3e édition. Et ensuite, la finale de district aura lieu. Alors, du district, ce sont les 7 départements qui sont en gros de la Creuse jusqu'à la Vendée et la Charente-Maritime. Ce n'est pas une organisation qui est liée à l'administration nationale, mais bon, c'est une organisation propre au Lions Club. Donc, la finale de district aura lieu à Padanzol le samedi 23 mars après-midi à partir de 14h. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Armand Loga, j'ai 15 ans et je suis actuellement en terminale au lycée Saint-Jean, à Limoges. Il était une fois un jeune garçon ignorant, nommé au hasard Armand. Fils de 2 parents attentionnés, il rêvait déjà de tout le pommier. Mais bien qu'il ne dépassait pas 3 pommes, il était déjà un bien bel homme. Tandis que ses parents trimaient corps et âme, il s'adonnait aux crimes infâmes de quémander sans sourciller, toujours plus gros que sa montagne de jouets. Mais attendri par le visage angélique du petit démon, le vieux couple y laissa un bon nombre de bifetons. Loin de moi l'idée désagréable de me faire avocat de ce diable, mais comment pourrait-il savoir ce qu'il faisait? À un âge où on commence à peine à compter, on veut de lui qu'il fasse les comptes de ses parents. N'est-ce pas trop demander à un enfant? Comment aurait-il pu en connaître le prix, que ce soit celui du travail ou même celui de la vie? Il est vrai que la naïveté de l'enfance n'excuse en rien l'ignorance, mais sachez que tout ce qu'on sait, on l'apprend, que ce soit dans la vie, en cours ou à nos dépens. Alors, je ne suis certes pas le plus grand adepte de l'école, mais laissez-moi vous faire part de certaines paroles, sans y mettre nulle part quelque emphase. Supposons donc qu'au commencement, l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée quelle qu'elle soit. Voilà à peu près ce que John Locke un jour déclara. Il poursuivait alors sa troublante pensée. Mais comment vient-elle à recevoir des idées? Je réponds en un mot, l'expérience. Et oui, contrairement à ce que l'on pense, l'homme est à son commencement une page blanche qui attend. Il faudrait alors s'ouvrir au monde, comme je le fais avec cette prose et comme l'a fait le petit prince un soir en quittant sa rose. Certains pourraient évidemment me dire que ce n'est point une mince affaire. Pourtant, parler à un renard vaut bien mieux que se taire. Mais l'homme n'arrive pas à tourner la page, ne supportant pas lui-même de réécrire son image, pas un seul mot, pas une phrase. L'homme demeure une table rase. Mais alors, si pour Locke, l'expérience est la clé, alors l'enfant ne peut-il pas être acquitté? De la pauvreté, ses paroles ont épargné, alors comment aurait-il su combien son plaisir coûtait? Le bonheur coupable de l'être innocent n'était pas encore gravé dans son âme d'enfant. De la vie chère, il n'avait pas fait les frais. Quant au pain, il n'en avait jamais acheté. C'est alors qu'entre en jeu Bernard Clavel et sa maxime, digne des plus grandes recettes de cuisine est-elle la levure, destinée à nous élever. Qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. Effectivement, cet aphorisme donne faim. Et lors d'une inspiration saugrenue, j'en vins être convaincu que le sujet aux allures philosophiques serait sujet à une discussion artistique. Par exemple, tenez, un jour, un homme interrompit Picasso lors de son dîner. En tirant une serviette de sa poche, celui-ci a déclaré « Pourriez-vous esquisser quelque chose pour moi? Donnez-moi votre prix, je vous paierai pour cela. » Picasso sortit alors un crayon à charbon et esquissa une chèvre sans une once d'hésitation. Il ne fallut que quelques coups de pinceau, mais c'était incontestablement un Picasso. L'homme se dirigea alors vers la serviette, mais Picasso la retint sans même lever la tête. « Vous me devez 100 000 francs, a-t-il déclaré. L'homme s'en trouva fort déconcerté. Cela ne vous a pas mis plus de 30 secondes pour la dessiner. Picasso froissa le bout de tissu et le remit dans son vêtement. Vous avez tort, dit-il. Cela m'a pris 40 ans. C'est la célèbre légende de Picasso et son fameux mouvement de pinceau. Il maniait les couleurs en silence, non pas de la grâce, mais de l'assurance. Ce coup de pinceau, il l'avait acquis et le coût de son art n'avait pas de prix. Pablo passa 40 ans à réviser, revisiter et perfectionner ses mélanges de tonalités. Il passa des nuits blanches au noir, comme les alliances de couleurs dans son art. Sa peinture n'avait pas d'imperfection, pas de taches. On n'apprend pas aux vieux peintres à manier la gouache.
Lorsque l'homme lui demanda son premier jet, il manqua de recul pour en voir la complexité et se lança dans la mission impossible de mettre un prix sur une œuvre invisible. Le coût de l'art provient du créateur, et la signature d'une star aura toujours plus de valeur. Bon, on parle de Picasso et de son art, mais qui de mieux placé que les compagnons du devoir, lorsque pendant des années ceux-ci arpentent la France, auscultant leur artisanat dans tous les sens. Sans s'arrêter à l'erreur, ils s'entraînent, de chaque épreuve ils apprennent. Ils mettent en leur pratique tout leur cœur, et c'est de leur volonté que résulte leur valeur. En quête d'une idéale perfection, ils se regroupent sous le label des compagnons. Ainsi, l'expérience s'acquiert avec l'erreur. C'est la révolution qui fait le penseur. On n'a rien sans rien. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Car, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Alors, comme le dit Voltaire à la fin, il est temps de cultiver notre jardin. Kant, dans sa critique de la raison pure, nous fait part d'une extravagante conjecture. L'empirisme serait dès lors nécessaire à la connaissance, ce qui n'est bien sûr pas différent de ce que l'on pense. Il n'omet cependant pas l'existence absolue des choses en soi. À Hume et son problème, quand adresse un prolégomène, pour y apporter la nouveauté fantaisiste de concepts selon lui, a priori, destinés à comprendre ce que l'on vit. Ces idées ne viendraient pas de l'expérience, mais plutôt qu'elles lui donneraient naissance. Kant, en inversant le rapport de causalité, mit alors la cause avant les faits, ce qui eut par conséquent pour effet de remettre de l'ordre dans les faits. Bon, tout cela peut sembler flou, je le conçois. En bref, selon Kant, on ne sait que ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on touche, ce qu'on vit, et faire du bon pain en fait partie. Dès lors, comment un député de l'État saurait-il le prix d'un pain au chocolat ? Loin de moi l'envie machiavélique de raviver l'éternelle polémique opposant le Sud au nord de la France, mais vous en conviendrez, dire chocolatine reste une évidence. Le haut fonctionnaire, quant à lui, ne s'y risqua pas. À défaut de ne pas avoir enfourné de pain au chocolat, ce n'est pas à quelques centimes d'euros, loin de là. L'inflation, monsieur, était déjà passée par là. Au final, sans parler d'expertise, omettre les ingrédients serait une bêtise, car le pain artisanal a certes besoin des mains, mais également d'eau, de blé et de levain. Or, dans l'actualité, du haut de leur tracteur, qui pourrait en parler mieux que les agriculteurs ? Ces hommes qui rassasient notre faim mais n'ont même pas de quoi payer leur pain. Ces héros de nos campagnes qui mènent une vie semblable au bagne. Nuit et jour dans le labeur n'ont aujourd'hui ni l'argent, ni le beurre. En France, ils cultivent le blé pour satisfaire l'art de vivre des Français. Du pain, du vin et du fromage, imaginez seulement s'ils étaient au chômage. Aujourd'hui, tout le monde connaît le prix du pain. Quand on se lève un samedi matin, qu'on sourit à la boulangère, trouvant pourtant son pain trop cher, bien sûr, me dira-t-on, quelle stupide question. Mais mesdames et messieurs, détrompez-vous, car connaître le prix, ce n'est pas connaître le coût. Face à cette méprise, faites attention, car le prix que vous payez n'est qu'une illusion. Si ce dernier n'est qu'un résumé approximatif, il en reste du moins un arrangement administratif. Le coût, quant à lui, est bien plus qu'un résultat. Il est le produit de la somme des différences de choix. Quand au champ, les agriculteurs travaillent leur blé, au Tchad, des enfants n'ont même pas de quoi manger. Or, qui ne connaît pas mieux ce que coûte le pain que ceux qui ne mangent pas à leur faim ? Néanmoins, mesdames et messieurs, la cause n'est pas encore perdue. Pour comprendre, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu. Tel Locke, si je n'avais qu'un mot pour solution, l'empathie serait mon unique conclusion. Ainsi, pas besoin de pétrir et d'enfourner. Pour connaître ce que coûte le pain, il suffit de demander. Alors déjà, bonjour, je m'appelle Manès Troja, je suis au lycée Saint-Jean et j'ai 17 ans, je suis en terminale. Et du coup, je vais faire mon texte. Même pas 1 euro. C'est le prix qu'il faut pour le patrimoine de l'UNESCO. Presque rien au final. L'euro symbolique pour la baguette symbolique.
l'emblème d'une nation accessible à tous. Seulement, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que vous connaissez un peu le parcours de ce petit pain ? Je vais mettre un terme au suspense, mais un pain ne se réduit pas à une pâte cuite. Cela va bien au-delà de son apparence. Je vais prendre l'expérience de mon grand-père, boulanger-pâtissier de La Ciotat, car moi je n'y connais rien, je ne suis pas expert en la matière. Alors imaginez, vous vous levez, il est tôt. On est en été, un été banal des années 80 ou 90. Le soleil est encore couché. Il est 4 heures du matin. Aucun bruit autour de vous, l'aurore n'est pas loin. Vous vous situez dans un entre-deux où un petit bruit pourrait réveiller un tout. Vous vous forcez en vous préparant à ne pas faire la moue, et dehors, la rosée vous donne un effet morose. Cependant, vous vous levez chaque matin pour faire votre pain, encore et encore. Vous faites la pâte, pétrissez, enfournez, reprenez, récupérez et recommencez. Une boucle sans fin, un cercle continu. Et un client arrivé quelques heures après vous, aux alentours de 7 heures, contre quelques pièces, vous dérobe votre pain. Mais a-t-il seulement connaissance de la valeur de ce pain ? A-t-il seulement un peu de connaissance ou de reconnaissance pour la faire ? Mon grand-père connaît la valeur de son pain. Et il la connaît même mieux que quiconque, au point de refuser que mon père reprenne un jour la boulangerie, car il estimait que ce n'était pas avoir une vie. Il n'avait que très peu de congés en plus de cela. C'est à la callosité des mains de l'artisan que l'on reconnaît la douceur de sa fabrication. Là où le boulanger fait un bon pain, il met une partie de soi pour sa production. Il ne connaît que trop le prix de la rigueur, de s'engager, de se couper de certaines choses pour son métier. Il avait un engagement envers la solitude, un contrat à huis clos. Et il était loin d'être le premier. Prenez le boulanger de Marcel Pagnol. En bref, il s'occupait de tout un village, puis un jour sa femme partit. Et le pauvre Pompon cessa tout effort pour faire du pain. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors dans le village, ça les a bien ennuyés. Alors je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà la vérité. Et si c'était la même chose dans la vie de tous les jours ? Et si c'était la même chose aujourd'hui ? Est-ce qu'avoir cette connaissance amènerait de la reconnaissance ? C'est ce qu'on perd dans notre génération aujourd'hui. C'est la reconnaissance. En effet, on peut connaître le passé d'une personne et ne pas apprécier ses efforts. Nous nous coupons de tout le monde pour rester dans notre sphère. Finalement, la Terre est peut-être plate parce que le monde ne tourne pas rond. Et si on ne connaissait plus la valeur d'un vrai effort ? La valeur d'un vrai effort, pour moi, je dirais que ce serait prendre un risque, ou plusieurs, afin de faire bouger les choses. La reconnaissance, elle, viendrait de pair. Seulement, dans notre génération, nous cherchons seulement à sauter les étapes. Nous voulons pétrir avant de refourner. Nous avons perdu des valeurs. Nous sommes tous inclus dans cette perte. Et moi le premier. Alors je vous demande, est-ce que vous pensez qu'un pain non pétri puisse-t-il être appréciable ? À la manière de la floraison, un processus est suivi. C'est pour ça que l'homme chercha à déléguer son rôle. Jésus lui-même est devenu boulanger. Il pétrissait pour nous autres. Le pain et le crucifié. La chair même de Dieu
brisé pour le salut des hommes. Mais vous rendez-vous compte de ce que dit la Bible ? Une personne s'est sacrifiée pour le salut d'un peuple en train de ressombrer. On peut prendre l'exemple de ceux qui périssent à la guerre, pétris dans la misère, avec pour seule ration un petit bout de pain. Ceux-là vivent pour leur pays. Seulement, la reconnaissance de nos jours, ce serait avoir des récompenses, des applaudissements, des prix. Maintenant, je vais vous donner la vraie définition de la reconnaissance. Comme ça, on peut avoir un écart. Action à se reconnaître légitime. La reconnaissance des libertés par la Constitution. Ou encore, le sentiment d'être redevable envers une personne de qui un bienfait nous a été délivré. Je suis reconnaissant. En fait, la reconnaissance, ce n'est que de la bienveillance. Recevoir un bienfait pour en redistribuer un. Ce n'est pas recevoir un Oscar ou un César pour une performance dans le film Barbie. Alors nous devons chercher. Chercher encore. Afin que cette perte de valeur ne soit pas une fin, mais une feinte vers une suite où nous aurions recouvert une vraie reconnaissance. Un vrai goût de l'effort et non simplement du réconfort. Une suite où les récompenses ne seraient qu'un complément à la reconnaissance, ou même une suite où la meilleure récompense serait un simple merci. Alors soyons fiers de nous relever, car il n'est pas trop tard. Nous pouvons nous relever dans cette nuit noire. Un aurore nous attend non loin, où nous pourrons rallumer nos fours. Soyons vraiment fiers de nous relever. Comme dans le Gai savoir de Nietzsche. Dans l'ouvrage, un démon vient voir une personne et lui dit « Tu seras condamné à vivre éternellement la même vie. » Alors seriez-vous fiers de votre parcours ? Alors j'invite chaque personne qui m'entend à devenir une meilleure version de soi-même, afin que ce démon ne nous mette pas face à une malédiction, mais au contraire qu'il nous amène vers une bénédiction. Donc bonjour, je m'appelle Camille, je suis en première et si je pleure, c'est normal. Donc, la page blanche. Je m'étais dit, dans ma naïveté et mon orgueil d'adolescente qui a déjà tout compris à la vie, qu'écrire un texte pour le concours d'éloquence serait un jeu d'enfant. Et je me suis donc penchée sur mon discours il y a environ un mois, pensant qu'avec ma spécialité HLP et mon aisance à l'oral, je n'avais pas de soucis à me faire. Et la désillusion arriva. Lorsque je me suis retrouvée un matin devant ma feuille encore vierge et sans aucune inspiration, je n'aurais jamais imaginé me retrouver devant vous aujourd'hui avec un texte tenant à peu près la route. J'avais pourtant étudié les grands discours marquants de l'histoire, écouté les orateurs parler si aisément, mais qui peut s'imaginer la difficulté qu'implique la recherche du mot juste, de la tournure de phrase adaptée ou de la virgule bien placée ? Et c'est à ce moment-là que la citation de Bernard Clavel prit tout son sens. Qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. J'ai longtemps pensé que l'observation était la clé de la compétence. Or, si c'était le cas, qui ne pourrait pas devenir président de la République, astronaute ou champion olympique ? Il est vrai que nous vivons dans une société où il suffit d'un tuto et nous sommes tous de grands spécialistes, car pourquoi appeler un professionnel quand on peut le faire soi-même et ainsi économiser quelques euros ? Cette manie, qui nous vient certainement de notre besoin de mettre un certain prix, une certaine valeur sur tout ce qui nous entoure, nous pousse souvent, nous rappelle cette question que nous avons tous posée un jour. C'est combien ?
Cela est malgré tout nuancé par notre besoin d'économiser le moindre centime, car au final, si c'est trop cher, nous trouverons bien quelque chose qui le sera moins. Par exemple, lorsque je veux de nouveaux vêtements, j'attends les soldes, car pourquoi payer le prix fort quand je peux économiser 20% du prix demandé? Tout comme lorsque je n'ai pas envie de cuisiner, je préfère aller dans une grande chaîne de fast-food plutôt que dans un restaurant local. Nous avons alors tendance à délaisser la qualité et le savoir-faire au profit du prix le plus attractif, tendance qui fait écho à cet adage « il y a du très bon, très cher, et du pas très bon, pas très cher ». Malgré tout, la valeur, c'est quelque chose de très subjectif, car peut-on vraiment mettre un prix sur tout? Nous vivons dans une société où tout s'achète, même la vie humaine, ce qui démontre notre besoin de mettre un certain prix, une valeur chiffrée sur tout ce qui nous entoure. Si je prends la baguette du boulanger, vous savez, celle à 1,10 €, elle est déjà bien trop chère pour de la simple farine et de l'eau. Mais pour le boulanger, qui s'est levé à 4 heures du matin pour pétrir ce symbole de notre pays, et pour le meunier qui a fait de la farine à partir du blé que l'agriculteur avait fait pousser en bravant les saisons, cette baguette a beaucoup plus qu'une valeur matérielle, elle a une valeur sentimentale. La valeur sentimentale peut être basée sur l'expérience, au sens défini par Oscar Wilde dans son fameux portrait de Dorian Gray, expérience, nom dont les hommes baptisent leurs erreurs. Ainsi, si l'expérience est basée sur notre passé, et plus particulièrement nos faux pas, c'est parce que nos erreurs ont tendance à nous mettre devant l'évidence même de nos failles, et c'est ce qui forge notre expérience. Si je sais que pour arriver à l'heure au lycée, je dois partir à 7h15, c'est parce que j'ai déjà été en retard. Comme maintenant, je sais qu'écrire un texte pour le concours d'éloquence prend beaucoup plus qu'un mois. Malgré tout, l'expérience nous confère une certaine légitimité à donner des conseils ou pour justifier un point de vue. Si je dis aux secondes que pour écrire un texte, il faut s'y prendre à l'avance, c'est parce que j'ai connu la difficulté d'écrire ce texte. Mais si nous prenons l'exemple des livres de recettes, nous suivons les instructions car le livre a certainement été écrit par un chef. Et son titre de chef lui confère une autorité naturelle et donc une légitimité à nous donner ses conseils. L'expérience peut également être associée à l'âge, car en effet, nous avons tendance à faire plus naturellement confiance à une personne âgée. Dans les tribus africaines, bien loin de la démocratie, le chef est choisi pour son âge, car c'est le doyen, c'est l'incarnation de la sagesse dans la tribu, et donc il a de la légitimité à diriger ce peuple. Malgré tout, l'expérience nous permet-elle de comprendre parfaitement quelqu'un? Je ne pense pas, car l'expérience conditionne notre subjectivité, elle influence notre sens moral, et donc nous ne pourrons jamais parfaitement comprendre la morale d'une autre personne, et donc la valeur qu'elle accordera aux choses. On dit souvent qu'après un grand malheur, on a tendance à voir le bonheur dans les petits détails de la vie, ce qui laisse supposer que si jamais je ne connais pas la souffrance profonde, je ne pourrai jamais être pleinement heureuse. Malgré tout, je ne considère pas avoir manqué de bonheur tout au long de ma vie, ce qui laisse penser que l'expérience nous conforte dans une certaine vision du bonheur. Mon mode de vie me rend heureuse, donc le bonheur doit se résumer à ça. Malgré tout, le bonheur, comme le bon pain, se travaille. En voici une recette élaborée par mes soins, même si elle dépend de mon expérience et pourra donc s'adapter à chacun de vous. Tout d'abord, il faut les meilleurs ingrédients. Une famille aimante et des amis de confiance,
un travail par vocation, même si de nos jours, l'argent est devenu un critère tout aussi indispensable pour certains. Vous pouvez donc ajouter l'argent si cela vous semble nécessaire, ainsi qu'une maison, quelques hobbies ou tout ce que vous jugerez important. Ensuite, il faut de la patience, car pour une qualité optimale de ces ingrédients, il faut savoir attendre. Tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas ? Mais je suis cependant au regret de vous informer que certains devront attendre plus que d'autres, mais cela n'en rendra le résultat que meilleur. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de paramètres dans cette recette dépendent de chacun, car au final, comme la valeur sentimentale, les erreurs, la légitimité ou la subjectivité, le bonheur dépend de notre expérience. Et au final, ne sommes-nous pas tous artisans de notre propre bonheur ? C'est pour ça que nous devons le travailler, le partager et en apprécier la saveur. Bonjour, je m'appelle Agathe Magnan, j'ai 16 ans et je suis en classe de première au lycée Saint-Jean. Hier, je suis allée en ville avec une de mes amies lorsqu'elle a vu une superbe blouse. Mais voilà, il y avait un détail, le prix était exorbitant. Pourtant, cette blouse venait d'une boutique indépendante qui, franchement, entre nous, était magnifique, arborait 1001 couleurs et les habits y étaient plus incroyables les uns que les autres. Et dans l'arrière-fond de la boutique, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu une femme, j'ai vu une créatrice. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle était en train de fabriquer, mais ce que je peux vous assurer, c'est que tout venait de ses propres mains et qu'en quelque sorte, je me suis vue dans ses mouvements. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, j'adore la couture. Bref, quand mon ami m'a dit de regarder le prix, forcément, mon âme de fille de 16 ans a pris un gros coup en voyant les 4 chiffres, mais mon âme de couturière a décidé d'en voir autrement, et j'ai donc expliqué à mon ami ce qu'était le travail artisanal, la passion qui animait cette personne, les heures à travailler dessus, les doutes, les remises en question, et au final, la valeur d'un produit unique en son genre et que personne d'autre ne porterait. Et donc cette blouse, si printanière mais pourtant pleine de détails, en montrait toute sa complexité. Et il aurait bien fallu que mon amie voie sa confection pour qu'elle puisse juger de sitôt. Et alors ici, n'aurais-je pas fait écho à la citation de Clavel « Qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain ». C'est ce qu'il m'est passé par la tête après m'être remémoré cette citation, mais aussi cette situation. Mais alors, prenons le problème à la racine. Mon amie ne connaîtrait-elle pas les valeurs du travail ? Clavel faisait-il juste référence au pain et pas autre chose ? Eh bien, plein de questions sans réponse qui me tournent alors dans ma tête et auxquelles je n'y avais jamais réellement pensé. Suffit-il de faire pour comprendre ou de vivre pour apprendre ? Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important ? L'action et l'expérience directe qui permettent d'avoir une compréhension profonde du monde, ou penser que la vie elle-même est une source continue d'apprentissage ? Eh bien, à première vue, la citation de Clavel nous pousserait à nous dire qu'il faut agir pour comprendre et savourer. Il va alors utiliser l'exemple du pain, qui est avant tout de la nourriture. Et la nourriture est essentielle à notre bon fonctionnement, puisqu'elle nous permet de vivre. Le pain serait donc vu comme une nourriture alimentaire et de première nécessité. Mais si nous réfléchissons bien, pas de vie sans nourriture, et donc pas d'esprit sans pain. Le pain a donc une autre valeur, autre que celle qui est de nourrir, de maintenir en vie. Pour certains, c'est leur raison de vivre, mais pour d'autres, le pain pourrait être vu comme une nourriture intellectuelle. Comme le pain, l'école est faite pour nous faire avancer, et chacun devrait la posséder chez soi sans que ce ne soit un souci. L'école nous éduque et nous véhicule les valeurs de la vie, également celles de la République. On peut penser ici à l'égalité. Tout le monde a accès à cette école, mais aussi à la liberté, celle de pensée et d'expression, et c'est grâce à elle que je peux me présenter devant vous aujourd'hui.
et enfin la fraternité sur le principe de laïcité. Tous, nous pouvons les mettre en œuvre car nous avons conscience que nous pouvons faire quelque chose. Et Clavel, dans sa citation, souligne la notion de faire quelque chose de ses propres mains. Et si nous les utilisons et que quelque chose prend vie, alors nous créons. Et dans ce cas, la notion de liberté est assurée. Georges Danton défendait aussi ce point de vue sous la terreur de Robespierre, avec sa citation « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». Cette citation souligne l'idée qu'après s'être assuré que les gens aient de quoi manger, il est donc tout aussi important de s'occuper de l'éducation. Et cela montre bien à quel point elle est essentielle pour que les gens vivent bien et que la société prospère. C'est pourquoi elle est donnée à tous, elle est gratuite, mais elle possède une valeur, la valeur de la connaissance. Pourtant, derrière toute cette valeur de nourriture, de pain et de connaissance, la citation cache en réalité une autre valeur, celle de l'homme. Revenons à mon amie. Elle décide de faire du pain. Elle va donc pétrir et mélanger une pâte. Elle ne connaît pas le résultat et se lance donc dans l'inconnu. Elle doit s'armer de patience et doit accepter le fait qu'il y ait des surprises. Il y a comme une sorte de suspense. Et donc Clavel pourrait faire référence à nos capacités à nous demander si nous sommes capables d'agir lorsqu'une situation nous est totalement inconnue. Et ce serait donc après avoir gravi ces échelons que nous pourrions alors vraiment connaître la valeur de quelque chose. Également, dans cette quête de l'essentiel, de nos jours, de plus en plus de personnes se tournent vers des techniques naturelles. Et c'est vrai qu'à l'écologie, Clavel en est un grand défenseur. Et après tout, si nous pensons à ce qu'est le pain, ce n'est rien d'autre que du blé, de l'eau, du sel et de l'amour, bien sûr. Et tous ces éléments associés ramènent alors les hommes à ce qui est essentiel, et cela renvoie aux valeurs qu'ils possèdent. Par exemple, la plupart d'entre nous sommes humbles. Nous faisons donc preuve d'humilité. Mais humilité ne viendrait-il pas du dérivé humus qui signifie terre ? La terre est omniprésente. Elle a accompagné tous les hommes dans leur développement, elle a aidé les chasseurs-cueilleurs à survivre par tout temps, elle les a nourris, et voilà que c'est par elle que le blé pousse, et grâce à ce dernier que le pain voit le jour. Tout vient de la terre. Des objets à notre âme, nous avons tous un rapport proche ou lointain avec cette dernière. Et donc la transformation de la terre nous ramène alors à notre condition première, l'humilité. Et le lien entre l'humilité et le pain peut alors faire écho à notre gratitude envers les éléments fondamentaux de la vie et la nature elle-même. La fabrication du pain peut être considérée comme un processus humble qui relie les gens aux ressources de base et à la terre. Et donc sans réellement porter de jugement, mais juste en vivant, nous pouvons connaître la valeur du pain. Tout de même, cette citation peut essayer de nous faire réfléchir sur la confrontation qui existe entre le corps et l'esprit, autrement dit entre les valeurs existentielles et les besoins. Ces deux facteurs sont liés puisque nous avons besoin de satisfaire nos besoins pour répondre à nos valeurs. Nous ne sommes rien si nous ne possédons pas de valeur. Le boulanger, lui, quand il pétrit sa pâte à pain, véhicule une valeur, qui est celle du travail et de nourrir les autres. Pour ce faire, il répond à cette valeur en véhiculant le besoin de fabriquer le pain. Mais cette citation peut essayer de nous faire réfléchir sur notre esprit et le coût du pain. Que coûte le pain ? Qu'est-ce que le boulanger perd quand il le fait ? Qu'est-ce qu'il gagne à le faire ? Ou tout simplement dans notre vie, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que j'ai à gagner quand je me lance dans quelque chose qui m'est inconnu ? Et nous pesons rarement le pour et le contre, puisque nous avons tendance à nous lancer dès qu'une idée nous traverse la tête. Mais alors, prenons le cas d'Aurélie. Aurélie est infirmière au CHU et sa résolution de 2024 est de devenir infirmière libérale. Que risque-t-elle de perdre ? Elle risque de perdre une stabilité financière et risque de connaître certains aléas de la vie qui pourront la briser moralement. Mais en contrepartie, que gagnera-t-elle réellement ? Eh bien, on pourra dire qu'elle gagnera en dignité, en fierté, en humilité, mais aussi en liberté. Mais tant qu'elle ne se sera pas lancée, elle ne pourra pas connaître ces occasions de vie-là. Mais alors ici, n'y aurait-il pas un écho à la citation de Clavel ? Tant qu'elle n'osera pas,
elle ne connaîtra pas ces nouvelles valeurs qui lui sont inconnues, ou alors acquises sans qu'elle s'en rende réellement compte, puisqu'elle n'en avait jamais réellement suscité le besoin auparavant. Mais alors, qui sommes-nous sans valeur? Nous pouvons nous poser cette question en lien avec la citation de Camus. Que préfères-tu? Celui qui veut te priver de pain pour assurer ta liberté, ou celui qui veut t'enlever ta liberté pour assurer ton pain? L'idée du pain est encore énoncée, celle de l'essentiel et du courage également par temps critique. Et cette citation souligne l'idée qu'après s'être assuré que les gens aient de quoi manger, il faut donc s'occuper de la nourriture et de la liberté. Et cette citation va également souligner l'importance de la sécurité matérielle et de la liberté. Et en lien avec la citation de Clavel, elle indique que comprendre véritablement le prix du pain, c'est-à-dire les aspects essentiels de la vie de tous les jours, est crucial pour pouvoir évaluer ce type de choix difficile. Pour conclure, les valeurs sont essentielles et très importantes pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, même si certains événements tentent à nous faire réagir et réfléchir autrement. Les valeurs sont essentielles pour notre développement et nous en avons tous qui contribuent à nous forger un esprit et une pensée unique. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Landel et j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée Saint-Jean. Qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain, affirme Bernard Clavel. Et aussitôt, c'est un rythme qui résonne dans ma tête. La chanson de Stromae, santé à ceux qui n'en ont pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Pilote d'avion, infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin-pêcheur? Car oui, ces champions des pires horaires sont tous intimement liés, mais nous l'oublions trop souvent. Qui peut me dire ce que pilote d'avion et boulanger ont en commun? Rien, au premier regard. Justement, mon père est pilote. Appelé souvent le jour, parfois la nuit, vivant là-bas, de l'autre côté du globe, si loin de notre famille, inlassablement, il vole, secourir les malades, les blessés et les accidentés. Il a un cycle de vie bouleversé, car c'est sa vie qu'il a dédiée aux autres. Et chaque jour, il mesure le coût du pain. Finalement, le boulanger n'est pas si différent de mon père. Le boulanger se lève plus tôt que le jour pour enfourner de quoi nourrir la ville endormie. À son réveil, elle scrutera attentivement le prix affiché en vitrine de sa baguette tradition. Une augmentation de quelques centimes, et aussitôt le peuple crie à l'injustice. Partout et de tout temps, le peuple gronde quand le pain nourricier vient à manquer ou que son prix excessif affame. Tous les puissants le savent. Ce sont du pain et des jeux que l'empereur distribuait au peuple de Rome. Mais rendons à Dagobert ce qui est à Dagobert, lui qui le premier réglementa la vente du pain et l'installation de boulangeries dans les villes fortifiées, les cours royales et les abbayes. Oui, l'histoire du pain et celle de la monarchie se confondent. Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron, chantent les femmes du peuple de Paris en ramenant le roi, la reine et le dauphin aux Tuileries. Nous sommes alors le 6 octobre 1789. Du pain, tous s'en soucient, puissants comme misérables. Mais qui se soucie du boulanger qui l'a préparé? Qui reconnaît l'effort et la sueur du travailleur qui nourrit? Et s'il venait un jour à s'arrêter, qui le remplacerait? Qui pétrirait ce pain? Personne. Non, personne ne le remplacerait puisque chacun s'engage déjà dans ses ambitions et ses rêves, poursuit ses études et son métier. Personne ne le remplacerait puisque chacun contribue déjà à la société par ses compétences et ses productions. Personne ne le remplacerait puisque chacun tient un rôle unique et irremplaçable dans la société.
Chacun est comme le rouage d'une machine, veillant à son bon fonctionnement. Nous faisons partie de ce système de coopération qui nous pousse à évoluer. Par le travail, nous entrons dans le système social qu'est la société, écrivait Adam Smith. Cela implique nos complémentarités. Nous sommes pour la société pareils à des couleurs qui, une fois agencées, forment une œuvre. Précisément, chaque couleur est différente et ne peut prendre la place d'une autre. Comme nous, qui sommes toujours plus spécialisés. Elles sont ces miettes, tout indispensables les unes aux autres. Et puis, vous, faites-vous votre propre pain ? Vous, connaissez-vous le prix du pain ? Ce n'est rien qu'un peu de pain, certes, mais c'est dans la chanson qu'est sa vérité. Il chauffe nos corps et dans nos âmes, il brûle à la manière d'un grand festin. Il est clair que le pain représente bien davantage que celui qui nous nourrit lorsque nous découvrons que des hommes se déchirent pour l'obtenir, comme au Soudan. Le pain touche au sacré. Une symbolique des pains transcende les religions. De la fête du pain sans levain pour Pessa à la communion des chrétiens, il irrigue cette culture judéo-chrétienne. Et même si ni l'islam, ni le bouddhisme ou les religions chinoises ne connaissent ce symbole, il s'exprime avec force, encore, dans d'autres communautés telles que celle de la franc-maçonnerie. Il unit donc ceux qui en ont une et ceux qui n'en ont pas autour du partage et de la fraternité. Mon compagnon est celui avec qui je partage mon pain, et oui, nous sommes co-pain. Partager le pain devient alors le signe de notre communauté, de notre unité. Ce sont donc nos rapports aux autres, notre société, notre cohésion qui sont gouvernés par le pain. Alors je le dis, oui, le pain nous est essentiel. Il est essentiel comme les libertés. Il aura fallu tant de conflits et de batailles au nom du pain et des libertés. Ces soulèvements sont notre devoir de mémoire, leur victoire notre héritage le plus précieux. Celui qui ne le comprend pas ne comprend pas la valeur de nos libertés fondamentales pour lesquelles tant d'hommes et de femmes ont donné leur vie. De la guerre des farines à la révolution des Lumières de 1789, de ces printemps arabes des années 2010, naissant dans la révolution du jasmin et se voyant mourir au Caire, comme les manifestants place Tahrir au nom de pain, liberté, justice sociale, des luttes de Martin Luther King et de Rosa Parks contre la ségrégation dans leur pays, ou même de combats plus actuels comme le féminisme, qui au-delà de revendiquer les libertés, sont en quête d'égalité. Oui, le pain est essentiel comme l'égalité. Et pourtant, c'est face à l'emploi que nos inégalités s'expriment. Pensons à ces femmes afghanes dévouées à leur mari, car pour elles, travailler est interdit, vivant dans des conditions abominables, inhumaines, et qui, pour obtenir du pain, sont contraintes de vendre leurs enfants. Pensons à ces enfants du Burkina Faso, espérant sortir de la misère en se faisant exploiter dans les mines. Pensons à ces travailleurs illégitimes du Qatar, réduits en esclavage. Ou même à ce mendiant, qui, malgré lui, ne trouve aucun travail et alors erre dans les rues, vivant au gré des passants qui parfois le rejettent à cause d'une peur. Le travail ou son absence détruit ces personnes. Ne connaissent-elles pas pour autant le prix du pain ? Alors, nous ne devons plus parler d'égalité, mais bel et bien d'équité. Si le travail me permet de connaître le prix du pain, la souffrance ne le permet-elle pas ? Il me semble que je ne peux pas prétendre être plus humain que ces femmes, ces enfants, ces travailleurs et ce mendiant, à moins que mon humanité se résume au travail. À ce même travail qui, de la Genèse jusqu'au communisme stalinien du XIXe siècle, est synonyme de punition et de torture pour l'homme, menaçant simplement sa survie. Et puis, rappelons-nous d'Aristote, l'homme ne cherche pas la survie, mais le bonheur. Alors oui, le pain est essentiel comme le bonheur. Qui ici ne veut pas son propre bonheur ? Arme politique pour certains, utopie pour d'autres, peut-être, mais soyons honnêtes.
n'est-il pas une nécessité pour vous? Sans lui, notre vie serait sans valeur, sans saveur, sans but. Il nous manquerait ce moment de partage en famille ou entre amis, cette partie sportive ou ludique, ou même la bonne nouvelle accompagnant notre tartine beurrée. Et sans le pain à notre table, nous ne pourrions dévoiler toutes les saveurs de nos plats. Alors aujourd'hui, c'est une invitation que nous lance Bernard Clavel. Asseyons-nous à la table de l'humanité et goûtons attentivement aux libertés, à l'équité et au bonheur. Puis partageons ce repas à ceux qui n'ont pas pu venir. Ces femmes réduites au silence dans les pays où leurs droits ont été violés, ces enfants exploités dans les mines, ces travailleurs sans papier et ce mendiant rejeté dans les rues. Puisqu'après tout, nous sommes chacun l'humanité. C'était il y a 10 ans. Je n'avais alors que 7 ans. Ma mère m'a demandé d'aller chercher le pain. Certes, comme le dirait Arthur Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais pensez-vous que je l'étais à 7 ans? L'ignorant que j'étais est parti chercher le pain. Mais à 7 ans, ai-je pris conscience du prix du pain? Cette tâche si simple, payer, que l'on nous apprend comme à s'exprimer, est-elle si anodine dans notre société? Alors oui, j'ai acheté ce pain. Ce pain qui ne m'a coûté en soi qu'un bout de papier. Mais n'y a-t-il pas un travail derrière ce pain? Le pain est-il inné comme la conscience chez Descartes? Je pense donc je suis. Mais il ne suffit pas de penser au pain pour l'obtenir. Si seulement, on pourrait régler la faim dans le monde. La dure réalité de notre société est que rien n'est inné. Il faut travailler pour l'obtenir. Travailler, peut-être chose simple en soi. Mais à comment travailler dans notre société? Le travail a-t-il des vertus? Selon Emmanuel Kant, le premier des travaux, c'est un devoir envers soi-même. Un devoir qui forme l'homme moralement parlant. Donc, pour Kant, l'homme ne travaille pas uniquement dans le but de subvenir à ses besoins matériels, mais dans celui de se réaliser, de s'épanouir. Il y a cette magnifique idée chez Kant que chacun doit exploiter, faire fructifier au mieux les qualités que nous avons reçues. Chacun doit être à la hauteur des dons que nous a offert la vie. Nous avons le devoir de travailler notre intelligence, notre humanité. Nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre pain. Pain tendre ou pain généreux, ou pain rassis. Le travail envers soi-même est un devoir d'humanité envers tous. Le pain a vraiment une symbolique forte. En effet, ce pain qui nourrit la société tend parfois à donner espoir, même dans les périodes les plus sombres. Voyez-vous, dans ce fournil, où se mêlent le blé et le fer, là où se pétrit le pain, noble ouvrier de l'univers, se trouve une leçon, un écho du travail, qui transcende le temps, qui jamais ne défaille. Le pain se partage. Prenons un moment pour réfléchir à la solidarité qui se manifeste à travers le partage du pain. Lorsque nous offrons une miche à notre voisin dans le besoin, nous tissons des liens de compassion et de soutien. Le pain devient alors le symbole même de notre capacité à nous entraider, à partager ce que nous avons avec ceux qui en ont besoin. Chaque tranche de pain partagé est un geste d'amour et de solidarité qui renforce le tissu social de notre communauté. Dans toutes les sociétés à travers les âges, le pain occupe une place centrale qui va bien au-delà de sa simple fonction nutritionnelle. Sa présence est marquée dans les rituels religieux, les coutumes familiales, les traditions festives. Dans certaines cultures, le partage du pain est un acte sacré, symbole de communion et de générosité. Pensons aux cérémonies du pain partagé dans de nombreuses religions, où le geste de rompre le pain est chargé de signification spirituelle et de solidarité communautaire. De même, dans de nombreuses familles à travers le monde, la fabrication du pain est transmise de génération en génération, un rituel familial qui unit et réconforte. Ainsi, le pain transcende les frontières géographiques et temporelles pour devenir un élément essentiel de l'identité humaine et de la diversité culturelle. En exploitant la dimension culturelle du pain, nous découvrons la profondeur de son impact sur la vie et sur le tissu social de nos sociétés. Dans notre société contemporaine, où le pain est souvent associé à la commodité et à la rapidité, Bernard Clavel nous dit que qui n'a jamais pétri ni enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. En explorant Comme la souligne la citation, la véritable valeur du pain nécessite une expérience directe du travail qui est associée. Et pourtant, combien de fois achetons-nous notre pain sans même penser à ceux qui l'ont façonné de leurs mains? Pourtant, qui connaît le mieux le prix du pain? Pensons aux périodes de rationnement pendant la guerre.
où l'accès au pain était limité et réglementé. Ceux qui n'avaient pas les moyens de se le procurer savaient mieux que quiconque sa réelle valeur, car il était synonyme de survie. Ainsi, la véritable compréhension du prix du pain ne se mesure pas seulement en termes monétaires, mais en termes d'expérience et de perspective. Mais enfin, le pain ne peut-il pas être comparé à l'éloquence? Tout le monde ne peut pas prendre la parole, mais quand l'occasion se présente, il est essentiel de la saisir. Je ne suis pas ici pour remporter des prix ou impressionner, mais pour parler au nom de ceux qui ne peuvent pas, ceux qui connaissent intimement le prix du pain, car ils n'ont pas les moyens de le payer. En honorant leur mémoire et leur expérience, nous rendons hommage à la véritable valeur du travail et de la dignité humaine. Cette réflexion nous rappelle alors que derrière chaque morceau de pain se cache une histoire, un travail et une dignité qui méritent d'être respectés et honorés. Alors oui, comme je l'ai dit, j'ai acheté ce pain. Oui, ce pain ne m'a coûté qu'un bout de papier. Mais ai-je grandi en achetant ce pain? Certes, je ne suis pas boulanger. Je n'ai pas pétri le pain. Mais il ne suffit pas de pétrir le pain pour comprendre sa valeur. Si seulement la vie était aussi simple. Mesdames, messieurs, comprenez-moi bien, l'acte d'acheter du pain, bien que simple en apparence, est profondément chargé de signification. C'est un témoignage de notre interdépendance en tant que société. Un rappel que chaque tranche de pain que nous dégustons est le fruit de travail acharné de nombreuses personnes. Je vous invite à réfléchir à la valeur du travail dans notre société, à reconnaître que derrière chaque produit que nous consommons, qu'il s'agisse du pain ou d'autre chose, se cachent des heures de labeur et de sacrifice, contribuant à la dignité humaine. Il est de notre devoir en tant que citoyens, conscients de rendre hommage à ces efforts, de reconnaître la dignité de ceux qui travaillent dans l'ombre pour notre bien à nous. Pourtant, pour conclure, je vous invite à ne jamais prendre pour acquis les choses simples de la vie, comme acheter du pain. Souvenons-nous toujours de chaque acte, aussi signifiant qu'il puisse paraître, et en réalité, un maillon essentiel de la chaîne du travail et de la dignité humaine. Bonjour, je m'appelle Lise Gérald et je suis élève de terminale à Saint-Jean. Lundi 5 février, sortie des cours, je passe devant la boulangerie. Et là, une bonne odeur parcourt mes narines. La faim me prend et j'ai envie de croquer dans ce pain croustillant. Alors, je rentre et j'achète le pain. Et soudain, une question me vient. Combien de temps le boulanger met-il à fabriquer tout ce pain pour les habitants de la ville? Le métier de boulanger ne semble pas être facile. La citation de Bernard Clavel nous dit que celui qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. Dois-je alors reconnaître que je ne connaîtrai jamais la valeur du pain, mais uniquement le prix? Mais est-ce vraiment du pain dont nous devons parler? À moi, il me semble que Bernard Clavel nous invite à réfléchir à l'idée selon laquelle celui qui ne fait pas les choses lui-même, qui ne se confronte pas à la réalité, ne peut pas saisir leur valeur. C'est pourquoi seul le boulanger pourrait comprendre la valeur de ce qu'il fabrique lui-même. Ce qui est mis en avant, c'est bien l'idée selon laquelle la personne doit se confronter au monde réel. Ce face-à-face de l'homme et de la réalité pose selon moi la question du travail. Par le travail, l'homme transforme le monde et lui donne forme, de la même manière que le boulanger pétrit la pâte et donne forme au pain. Le travail demande des efforts, de la réflexion, de l'analyse et du temps. C'est ce qui représente la vie d'un travailleur. Enfin, attention parce qu'il y a le travailleur et le travailleur. Je m'explique. Je vais vous faire la distinction selon mon point de vue. Aujourd'hui, il y a la personne qui, comme le boulanger, a le goût de l'effort, du travail bien fait. Mais il ne faut pas la confondre avec les influenceurs et youtubeurs qui, pour certains, disposent de moins de 300 mots à leur vocabulaire. Alors, ces derniers n'ont pas le même mérite que ceux qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler et qui travaillent pour rembourser la voiture qu'ils viennent d'acheter. Mais travailler dur. Est-ce vraiment gagner de l'argent pour satisfaire nos biens? Est-ce la seule manière de comprendre la véritable valeur des choses? Certains d'entre vous vont peut-être me répondre que le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Sans aller aussi loin, je pense qu'en effet, beaucoup de personnes travaillent énormément, mais sont victimes d'une forme d'injustice, car ils ne reçoivent pas l'argent ou la moindre reconnaissance qu'ils mériteraient en retour.
Et au final, qu'est-ce qu'ils gagnent? Une petite retraite. On peut parler des agriculteurs, sujet très tendance en ce moment, n'est-ce pas? Les agriculteurs ont de dures journées, ne peuvent pas s'arrêter de travailler par contrainte. Leur seul temps de répit, c'est lorsqu'ils vont dormir. Et encore, je me demande si leur sommeil ne dure que trop peu. Certains n'ont pas de vacances, contrairement aux autres. Certains n'ont pas forcément d'aide et regardez, ou plutôt essayez de réaliser jusqu'où ça les a menés. Certains manifestent et d'autres, je crois que nous ne voulons même pas imaginer. Mais donc moi, ce qui me fait du mal au cœur, c'est de voir ceux qui travaillent, qui s'engagent pour ne finalement rien acquérir. À cause de cela, certains ne voient pas leur chance, mais ils voient uniquement le mal que leur coûtent les efforts. Ils se tournent alors vers leur propre souffrance. On peut prendre l'exemple de l'ouvrier dans les usines faisant le travail à la chaîne. L'ouvrier est pris dans une forme de méthode de travail mécanique et répétitive qui fait de lui un être aliéné. Malheureusement, je ne pense pas que dans cette voie, nous pouvons savoir la valeur du pain, car le travail en usine est sans compétence intellectuelle, et c'est une torture. Tout ce qu'on risque, c'est de finir comme Charlie Chaplin, dans les temps modernes. Tu sors en faisant des mimiques te rappelant que même lorsque tu es au repos, la machine a encore le contrôle sur toi. L'ouvrier est complètement dépossédé. Or, si on repense au boulanger, lui, c'est ce qu'il fait. Et son travail, ce n'est pas de la torture. Il donne la valeur des choses parce qu'il peut en tirer sa fierté. Le pain révèle ses compétences, son savoir-faire, ainsi que des efforts justifiés, pas comme en usine. Le pain a bien une valeur, mais ici, il lui permet de comprendre qui il est et ce qu'il est capable de faire. En fait, il est important d'être acteur pour ne pas avoir qu'une idée mécanique de soi. Notre ami Sartre confirmerait cela en nous disant que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nous arrivons tous sur Terre en n'ayant rien. Au fur et à mesure, nous faisons des choses qui donnent du sens à notre vie. Rien n'est inné, tout se construit. Donc si demain vous devenez boulanger alors que vous ne faites pas de pain, je vais vous dire que vous n'êtes rien et donc que vous n'avez pas d'identité. Ainsi, la valeur du pain, ce n'est pas que son prix, c'est également le reflet de soi-même. Mais si le travail donne sa valeur aux choses, on peut se questionner sur le problème de l'accès au travail. Avoir un bon travail qui ne soit pas aliénant ressemble trop souvent à une chance. Naître en France ou en Mauritanie relève de la chance ou bien de la malchance, car dans un pays très pauvre, nous le savons tous, il est difficile d'accéder à l'école pour avoir les compétences nécessaires. Cela nous condamne d'autant plus à l'exploitation que le pays soit pauvre. Et puis, si je suis née dans un pays riche où chacun peut avoir accès à l'école, il n'est pas si facile que ça de trouver un travail, même armé d'un diplôme. Vous vous en rappelez bien, quand vous étiez petit, on vous disait « Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier et gagner ta vie. » Pour quelques-uns, ça a payé, mais pour d'autres, cela n'a pas été le cas, alors qu'ils ont peut-être travaillé comme des fous pour obtenir le diplôme qu'ils n'ont pas eu. À force, c'est à se demander si la vie ne peut pas être comparée à un jeu d'argent. Si ma vie n'est basée que sur le hasard, j'aurais préféré qu'on me le dise plus tôt, au moins pour que je me prépare au pire. Alors, faisons en sorte que l'accès au travail ne soit plus une chance aléatoire, mais dépendante de l'égalité des chances. L'égalité des chances est un concept politique qui fait de la justice le moyen de rétablir les injustices de la vie. Le droit est ce qui décide de la valeur des choses, et en garantissant le travail, il permet à tous de garder un rapport authentique et épanouissant avec le monde et avec les hommes. Ainsi, nous pouvons comprendre que le travail, ce n'est pas seulement ce qui permet de gagner de l'argent et de connaître le prix véritable des choses. Le travail, c'est celui qui nous permet d'obtenir notre bonheur. Le bonheur est un travail qui suppose un engagement de chacun, de tous, une prise de conscience. La prise de conscience que l'on n'a rien sans rien et que seul celui qui œuvre pour son bonheur peut comprendre la valeur de ce qu'il a et de ce qu'il peut donner. N'attendons pas que l'on nous donne
le bonheur, mais soyons capables de le construire nous-mêmes. Je tire cette leçon de ce que ma mère m'a dit un soir après l'avoir vue en larmes au retour du travail. Aide-soignante au CHU, elle voit des personnes dans de tristes états. Et alors elle va tout faire pour les accompagner au mieux. Cette journée-là, elle a proposé d'organiser les 10 ans d'une petite fille pour qu'elle puisse fêter une dernière fois son anniversaire avec sa mère qui était mourante. En allant au-delà du malheur pour créer ce dernier moment de bonheur, ma mère a été récompensée en rendant sa patiente et sa fille heureuses. Elle a contribué au bonheur car elle sait que c'est un des pains les plus sacrés de la vie. S'il est vrai que le boulanger connaît la valeur du pain parce qu'il le pétrit, eh bien, je reconnais la valeur du bonheur parce que je contribue au bonheur des autres. De la même manière que le boulanger pétrit le pain pour autrui. J'aimerais, moi aussi, être l'artisan de votre bonheur. Ainsi, j'espère qu'un jour ma vie prendra son sens. Être utile et m'engager pour les autres. Merci. Bonjour, je m'appelle Juline Garnier, j'ai 16 ans et je suis en première à Saint-Jean. Qui n'a jamais pétri et enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. En effet, veux-tu manger du pain ? Alors, ne reste pas assise devant le four. À partir de cette réflexion, l'auteur démontre que qui n'a jamais besogné, qui n'a jamais sué, qui ne s'est jamais donné du mal pour faire du pain, n'en connaît pas sa valeur. À travers cette citation de Bernard Clavel, écrivain contemporain français et militant pacifiste pour les droits de l'homme, une multitude de symboles. Le pain, mélange de farine et d'eau, symbole de la vie et du divin. Le pain, symbole du partage. Le pain, symbole du travail. Le pain, symbole de la nature. À travers ces symboles, une multitude de valeurs. Le pain se gagne, il se mérite. Ne dit-on pas avoir du pain sur la planche ? Pour faire du pain, il faut du travail, de l'expérience, de la patience. Il faut passer chaque étape. Avoir les bons ingrédients, faire les bons mélanges, pétrir la pâte, sentir les différentes textures sous ses doigts, attendre le temps de la cuisson pour enfin sentir la bonne odeur se dégager du four et le faire croquer sous sa dent. Une multitude de sens en éveil, n'est-ce pas ? Ma recette parfaite de pain, ma recette préférée, ne sera pas la recette parfaite de tout le monde. Chacun a ses goûts, sa farine préférée, sa cuisson préférée. Mais chaque étape est le résultat d'un engagement vers un but final. Gagner son pain à la sueur de son front, avoir un gagne-pain. Le pain nous interroge ici sur la valeur des choses, sur l'expérience et l'engagement pour les obtenir. Il est en effet beaucoup plus simple d'aller acheter son pain, d'attendre qu'il soit servi sur la table, que de le pétrir et de l'enfourner pendant des heures afin de l'obtenir. C'est cet engagement, sans doute, qui représente le mieux la valeur du pain. Cette action répétée, ce travail récompensé par la réussite finale. Pourtant, de prime abord, le pain c'est simple. C'est un aliment de base qui ne semble pas très élaboré. Il est pourtant le fruit de labour et de labeur. Il est traditionnel dans de nombreux pays. Il rassemble, il se partage, il permet de se nourrir, il permet de survivre. Pourtant, ce pain si essentiel, qu'est-il devenu aujourd'hui ? Insignifiant, peut-être même inutile. Que sont devenues les valeurs associées au pain, au travail du pain ? Notre société est-elle encore capable de reconnaître la valeur des choses, la valeur des actes ? Le pain, symbole de valeur, le pain, symbole de liberté. Ce n'est donc pas qu'une histoire de pain. Mais pourquoi parler de liberté ? Sans pain, sans travail, sans acte, sans valeur, comment défendre nos libertés ? La liberté de se nourrir, la liberté d'être entendu. Le 5 octobre 1789, après des heures de marche, les femmes arrivent à Versailles pour réclamer du pain. Mais pourquoi réclament-elles du pain au roi ?
Pour nourrir leur famille, oui, mais pas seulement. Elles réclament le droit d'être entendues, le droit à des libertés. Le 24 juin 2022, aux États-Unis, 14 États décident d'interdire l'interruption volontaire de grossesse. Des dizaines de milliers de personnes, hommes et femmes, manifestent dans les rues, protestent pour montrer leur désaccord envers cette atteinte à leur dignité humaine. Cette liberté a été gagnée. Des hommes et des femmes se sont levés, ont pétri leur pain, ont même attendu le temps de la cuisson. Les priver de leur pain, c'est les priver de tous les efforts faits pour l'obtenir. En effet, qui ne s'est pas brûlé, qui n'a pas pétri son pain, qui ne l'a pas enfourné, ne connaît pas ce sentiment de réussite. 1789-2022, deux époques, un même combat pour les libertés. Donner de soi, s'engager, faire sa propre expérience pour faire changer les choses, pour la victoire finale, pour sa victoire finale. Chaque grain de blé se travaille, le pain se gagne, le pain se consomme, le pain se perd. Les libertés se gagnent, les libertés s'égrènent, les libertés se perdent. Je suis née en 2007. Je suis née avec des libertés. Je ne me suis pas battue pour les obtenir. J'ai mangé mon pain blanc. Pour comprendre la valeur de ces libertés, je dois travailler, pétrir et enfourner mon pain. Est-ce parce que je n'ai pas pétri et enfourné mon pain que je ne le mérite pas? Mon travail n'est plus de mourir pour les libertés. Mon travail, c'est de les faire perdurer. Mais qu'est-ce que le travail? D'après le dictionnaire, le travail est une activité professionnelle régulière et rémunérée. Vivre de son travail. Pour Emmanuel Kant, le travail est un devoir envers soi-même. Un devoir qui forme l'homme, moralement parlant. Mon travail aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de faire perdurer nos libertés. Ne pas attendre que le pain arrive tout seul sur la table. C'est me cultiver, multiplier mes sources pour prendre les bonnes décisions. Ne pas avoir qu'une seule farine, qu'une seule manière de pétrir. C'est m'engager pour des causes, peut-être parfois en me brûlant. C'est donner de mon temps, de ma personne, partager mon pain. C'est me faire ma propre expérience en essayant différentes recettes. C'est aller voter pour ne pas nous faire prendre notre pain. C'est aussi chercher l'épanouissement, la victoire, en mangeant ce pain délicieux que nous aurons pris du temps à faire lever. Pétrir et enfourner son pain, c'est aussi parfois prendre le risque que la pâte ne se lève pas, que la recette ne soit pas la bonne, que le four soit trop chaud ou pas assez chaud. Faire son pain peut être pénible, laborieux, demande des efforts et n'est pas de tout repos. Avant de trouver la recette parfaite, il faut faire des tests, des essais, acquérir de l'expérience. Il faut aussi savoir demander de l'aide, des conseils, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas qu'une seule manière de pétrir, qu'une seule manière de faire, tout comme il n'y a pas qu'une seule vérité. Il faut aussi savoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes, être patient, avoir les mains pleines de pâte avant que celle-ci ne se décolle facilement. Mais surtout, quel que soit le pain souhaité, si la pâte tombe, il faut savoir la faire se relever. Si le pain est raté, il faut recommencer, persévérer. Ça ne mange pas de pain. Comme l'a dit Félicité Robert de Lamennais, prêtre, théologien, écrivain, homme politique et philosophe français du XIXe siècle, la liberté est le pain que les peuples doivent gagner à la sueur de leur front. Faut-il toujours souffrir pour comprendre la valeur des choses, la valeur des libertés? Est-ce parce que je n'ai pas pétri et enfourné le pain que je ne le mérite pas? Mon travail n'est plus de mourir pour les libertés. Je veux pétrir et enfourner mon pain, travailler pour mériter et ne pas m'enfermer dans la facilité. Je ne veux pas manger de ce pain-là, mais comme vous pouvez le voir, j'ai du pain sur la planche.